Alors bonjour Frédéric Martin. Bonjour. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous dire ce qui vous a donné envie de devenir éditeur, d'une part, et surtout éditeur indépendant? Ah, il y a plein de manières de répondre en fait à cette question. La première et la plus simple, c'est que je lis des bouquins, enfin je les mange depuis l'âge de 10 ans. Donc il y a un moment de ma vie où il fallait que je prenne une décision, c'est qu'il fallait que je travaille. Et je me suis dit en fait j'aimerais bien travailler dans le livre. Voilà. Après, comment on crée vraiment une maison d'édition, c'est la réponse la plus compliquée et en même temps la plus terrible, c'est une question de chance. Parce que c'est quand même un milieu tout petit, le monde de l'édition littéraire en tout cas, c'est 300 personnes, pas plus, à peu près. Et c'est un milieu très consanguin en fait. C'est très difficile de rentrer dans ce milieu quand on n'a pas un oncle, un ami, un papa écrivain. Et moi j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de tomber sur une personne qui s'appelle Viviane Ami, à qui j'ai écrit un jour en lui disant que j'aimerais bien travailler pour elle, en croyant l'avoir rencontrée. C'est-à-dire, donc j'essayais d'être dans cette logique de je vous connais, est-ce que je pourrais peut-être. Et en fait, je m'étais trompé de nom. J'avais rencontré il y a très longtemps Liana Lévy, et j'ai écrit à Viviane Ami en croyant que c'était elle. Voilà. Et donc Viviane Ami m'a reçu un jour, et c'est inouï, puisque j'ai travaillé 7 ans quand même pour elle. Et je me dis que si je ne m'étais pas trompé de nom, je ne l'aurais jamais rencontrée, et j'aurais sans doute jamais travaillé dans l'édition. Et donc je ne serais pas dans cette maison d'édition aujourd'hui, donc le Tripode, puisque j'ai travaillé 7 ans chez Viviane. Et puis 7 ans, c'est la fin d'un cycle. J'avais besoin de prendre plus de risques, de défendre des goûts éditoriaux plus personnels. Chez Viviane, je m'inscrivais quand même vraiment dans une ligne qu'elle avait créée et qu'elle maîtrisait. Et donc fin 2007, j'ai démissionné des éditions Viviane Ami. On a créé avec un collègue qui s'appelle Benoît Viraud une première maison d'édition qui s'appelait Attila. Et puis comme dans des histoires d'amour, en fait, quand on se met en couple, on s'aperçoit qu'on n'est peut-être pas fait pour vivre ensemble. Au bout de 4-5 ans, on s'est séparés. Et chacun a recréé une maison d'édition. Le nouvel Attila pour Benoît et le Tripode pour moi. C'est très marrant comme question de savoir ce que c'est qu'un éditeur indépendant, parce que moi-même, je n'emploie jamais cette expression. Parce qu'on oppose souvent, d'un point de vue capitalistique, les maisons d'édition qui ont des actionnaires et où les éditeurs sont des salariés, aux maisons dites indépendantes, où en fait les propriétaires de la maison d'édition sont aussi les éditeurs. Mais ça ne me semble pas forcément pertinent. Enfin, ça fait maintenant 15 ans que je travaille dans l'édition et je connais d'excellents éditeurs. Certains sont salariés, d'autres gèrent leur boîte. Ça ne fait pas beaucoup de différence. Après, dans l'autonomie de la décision, parce que le cœur de la question, il est là, en fait, qui décide, il y a des choix éditoriaux très courageux qui sont faits par des grandes maisons d'édition qui ne sont pas censées être indépendantes. Donc, c'est une notion vraiment très aléatoire. Je pense que c'est plutôt une notion qui clive au mauvais endroit. La ligne de frontière, elle n'est pas entre les éditeurs indépendants et les éditeurs non indépendants. La ligne de frontière, elle est entre le livre et le cinéma, par exemple. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait la spécificité du livre, qui sont les gens qui la défendent, et comment crée-t-on des nouveaux lecteurs. Et là, pour le coup, je crois qu'on est tous dans le même bateau. Enfin, d'Hachette au Tripode, il y a vraiment des gens formidables chez Hachette, par exemple. On le voit comme la grande pieuvre. Enfin, c'est le terme historique pour désigner cette maison d'édition. Je connais des éditeurs fabuleux chez eux. Et on a besoin d'une maison d'édition comme Hachette pour que le livre soit défendu, pour que des générations de lecteurs arrivent vers le texte. Voilà, donc notion pas opérante pour moi. Oui, j'ai plein d'exemples qui montrent qu'on peut être paradoxalement plus libre de prendre des risques financiers dans une maison d'édition indépendante que dans une maison d'édition plus traditionnelle. J'ai publié Charlotte Salomon, par exemple, Vie au théâtre, qui est un gigantesque livre de 840 pages en grand format. Théoriquement, c'était des coûts d'investissement tellement importants qu'on aurait pu croire que c'était plus à des grandes maisons d'édition de le faire. Et en fait, il fallait une liberté de décision et de prise de risque
qui était plus facile à prendre à l'échelle du tripode parce qu'il n'y avait qu'une personne qui décide que dans des structures plus grandes. Mais l'inverse est vrai. Il y a des projets éditoriaux qui ne peuvent pas être faits par des maisons d'édition indépendantes. Moi, en sciences humaines, par exemple, le Seuil fait un travail incroyable. Ces fameuses séries Histoire 2, je ne sais pas si vous voyez ce que sont ces ouvrages, mais leur histoire du corps ou des mentalités, c'est des projets éditoriaux fabuleux et le tripode serait incapable de le mener. Je suis de plus en plus convaincu qu'un bon éditeur ne peut pas être un écrivain. Alors, il y a une époque où j'écrivais beaucoup. J'ai commencé à écrire sur l'aubergine, c'est mon premier texte. Un matin, je me suis réveillé, j'ai eu besoin d'écrire sur l'aubergine. C'était une période où je lisais beaucoup Francis Ponge, donc le parti pris des choses. Et maintenant, je crois que fondamentalement, l'écrivain et l'éditeur sont des gens complètement complémentaires, mais dissociés. Un écrivain travaille sur un noyau obsessionnel, une œuvre, et il tourne, il creuse, il la parcourt, il la traverse sans arrêt. Je crois que fondamentalement, un éditeur, il est au contraire dans le plaisir du voyage. C'est un homme qui a besoin d'être traversé par plusieurs œuvres à la fois. Ça n'existe pas, par exemple, l'éditeur d'une seule œuvre, qui ne publie qu'un écrivain. Je pense que c'est psychologiquement impossible pour un éditeur, parce que son plaisir, c'est d'être plusieurs à la fois. Et donc ça donne des caractères qui sont tellement différents que les figures historiques d'éditeurs qui ont été aussi des grands écrivains sont très rares. Il y a peut-être Raymond Queneau, mais est-ce que Raymond Queneau était vraiment un éditeur ou plutôt un grand lecteur? Il avait un nez pour repérer des textes qui étaient formidables. Éditer un livre, c'est pas simplement trouver les textes, c'est les défendre, c'est aider un écrivain à amener son texte jusqu'à sa forme la plus aboutie. Je suis pas sûr que ça c'était un travail que Raymond Queneau aimait faire. Alors la ligne éditoriale, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une ligne éditoriale dans le tripode? C'est une question très difficile, la question de la ligne éditoriale, parce que par définition, un éditeur ne sait pas ce qu'il va publier. Parce que s'il sait à l'avance ce qu'il va publier, il ne peut publier que des copies de ce qu'il a déjà fait, et c'est pas intéressant. Donc il y a toujours un caractère de surprise dans les nouvelles œuvres, qu'on reçoit par la poste, par mail, par des réseaux de connivence, ou par des commandes qu'on fait, qui font que c'est pas marketé en fait, une maison d'édition. On peut pas définir, enfin, à part Harlequin qui a réussi à faire ça, où effectivement tout est très standardisé jusqu'au nombre de pages et à la structure du livre. C'est qu'on sait qu'à la page tant, il doit y avoir un rebondissement, à la page tant, le personnage doit avoir le sentiment qu'il va mourir, etc., etc. Donc là, c'est exactement codifié. Mais à part ça, toute maison d'édition suit un travail de découverte qui répond à quoi? C'est ça, donc la question c'est, est-ce qu'il y a un goût de l'éditeur qui va déteindre sur un catalogue? Sans doute, mais un goût c'est difficile à définir. Après, maintenant, la maison d'édition commence à être assez vieille, et donc on peut avoir un peu de recul. Moi, ce que je remarque, c'est que formellement, on publie des choses très différentes, qui peuvent aller d'une anthologie de titres de la presse comme Le Tout va bien, à des romans monstres comme L'Art de la joie, ou l'œuvre d'Ilsenrad, Jacques Abeille. Mais voilà, entre Jacques Abeille et Ilsenrad, par exemple, il y a très peu de points communs littéraires, formels. Il y a par contre quelque chose qui est frappant, je trouve, dans le catalogue de la maison d'édition, dans l'unité, c'est le caractère des auteurs. On a des écrivains qui sont profondément humanistes et en même temps très très solitaires, indépendants. Ils appartiennent à aucune école, ils sont souvent des chats sauvages qui vivent en dehors de Paris, ou quand ils y vivent, c'est de manière assez marginale. On n'est pas du tout dans des catalogues littéraires de gens installés qui font partie des institutions littéraires ou des cercles germano-pratins. C'est des esprits libres, vraiment, de Louis Wolfson, Fabienne Hiver. On publie Valérie Manteau cette semaine, Calme et tranquille. C'est un texte extraordinaire, mais cette fille, elle est insaisissable. Elle vit entre Paris, Istanbul, Marseille. Elle part en Afrique à la fin du mois. Voilà, ça, il y a une très très grande liberté chez les écrivains que je publie.
donc la fabrique éditoriale, hein, si la question c'est comment on choisit les textes et comment ils nous arrivent, elle est assez usuelle en fait. On est dépendant beaucoup de ce qu'on reçoit, donc moi je reçois à peu près une dizaine de manuscrits par jour maintenant, donc c'est quand même beaucoup. Et les critères de sélection, je dirais qu'il n'y en a qu'un, c'est la surprise. Si vous commencez à lire un texte et que vous avez l'impression de l'avoir déjà lu, c'est pas bon signe quand même. Enfin, je pense que personne n'a envie d'aller voir un film quand on lui dit tu verras c'est exactement comme ça. Bon ben d'accord. Non, donc on a envie de quelque chose un peu nouveau, donc je retombe sur ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas savoir à l'avance ce qu'on va découvrir puisqu'on cherche quelque chose qu'on ne sait pas encore. Après, si je veux être quand même un peu plus... Enfin, faire moins de pirouettes dans la réponse, moi je suis très sensible à la poésie en fait. On est une maison d'édition de littérature qui publie essentiellement du roman, mais dans le rapport à la langue, tous les écrivains que je publie ont une attention aux mots, au rythme. Voilà, c'est ce qui m'importe le plus. On est dans des littératures d'imaginaire au Tripode. Hein. Il y a assez peu de textes intimistes, autocentrés. Donc la part d'imaginaire a beaucoup d'importance dans le catalogue. Et en même temps, je pense que voilà, on pourrait faire un roman sur une carotte et rien d'autre. Si c'est bien écrit, j'adorerais. Il y a des manuscrits où dès la lettre de présentation, vous sentez que ça ne va pas aller. Et je ne parle pas des fautes d'orthographe dans la lettre, c'est que dans le discours qui est mis sur le texte, vous sentez qu'il n'y a pas d'affinité qui va se créer, ou c'est très rare. Enfin, pour caricaturer, il y a des auteurs qui envoient des manuscrits avec un plan marketing, en vous expliquant que tel texte correspond à l'ère du temps, parce que ce sujet est d'actualité, qu'il a tel réseau qui permettront de parler du livre. Et là, voilà, c'est possible, hein, il y a des maisons d'édition qui peuvent fonctionner avec ce genre d'auteur, mais c'est vraiment pas la sensibilité du Tripode. Parce qu'un auteur qui sait déjà le discours qu'il tient sur un texte, ça veut dire que c'est un texte qu'il tient, qu'il maîtrise, qu'il fabrique, alors qu'on a plutôt, nous, des œuvres qui débordent de l'auteur. Donc là, ça peut être très rapide, vous lisez les premières pages, voire les premières lignes, et vous sentez effectivement que vous n'êtes pas du tout en affinité. Il y a des œuvres où vous avez besoin d'aller beaucoup plus loin, et vous abandonnez au bout d'un moment en disant non, en fait, c'est pas pour moi. Et des œuvres où vous allez jusqu'au bout et où vous hésitez. Maintenant, rétrospectivement, je m'aperçois que tous les livres qu'on a publiés, dès les 2-3 premières lignes, je savais que ce seraient des textes que j'aurais envie de publier. C'est très bizarre, mais ça se fait très vite en fait là, la rencontre. Non. Non, parce que un éditeur, je dis souvent, c'est pas les tables de la loi, il n'est pas là pour établir des hiérarchies littéraires. Il est là pour vivre une émotion et essayer de la transmettre à d'autres. Donc de la même manière qu'on ne peut pas regretter des anciens amours en se disant mais comment j'ai pu vivre cette histoire avec cette personne, parce qu'à ce moment-là c'était ce que vous aviez besoin de vivre, c'est pareil pour les textes. La vraie question qu'on pourrait se poser à la limite, c'est est-ce qu'il y a des textes que j'ai publiés par exemple il y a 10 ans que je n'aurais pas envie de republier maintenant? Non, je suis assez fidèle en amour. Non, jamais. Non, pour la même raison, c'est que si la rencontre se fait pas, elle se fait pas et c'est pas grave. Moi, je suis souvent ébahi par les gens qui se gossent d'un Gide qui refuse Proust, par exemple, en disant mais le nul, c'est idiot comme raisonnement. On n'est pas obligé de tomber amoureux de Proust quand on le lit. Et ceux qui ne reconnaissent pas ça sont presque fascistes dans leur rapport à la littérature. Personne n'est obligé d'aimer un texte, voire personne n'est obligé d'aimer lire, par exemple. Donc, moi je dirais même tant mieux, si un texte que je refuse est publié par un autre éditeur et qu'il a un succès magnifique, je suis content, et pour l'auteur parce qu'il a trouvé un éditeur, et pour l'éditeur parce que ça va lui faire une bouffée d'oxygène.
Mais je n'aurais pas le regret de ne pas l'avoir publié. Déjà, il y a un présupposé dans la question de savoir si on dessine comment on fait un roman intemporel. C'est déjà présupposer qu'un roman doit être intemporel. J'en suis pas sûr. Je suis pas sûr que dans 500 ans, ça aura du sens de lire Proust pour revenir à lui. On lit encore l'Odyssée, il y a plein de choses qu'on lit plus de l'Antiquité. Hein. Donc, voilà, donc ça c'est le premier bémol. Ensuite, quand on travaille sur un texte qui soit en fortiori de littérature étrangère, puisqu'on transpose une langue, donc on le modernise souvent quand même, sans le faire exprès, on dit qu'une traduction a 30 ans d'âge. Au bout de 30 ans, elle est périmée, la langue ne fonctionne plus et il faut la refaire, la traduire. Bon, il y a des exemples qui contredisent, mais c'est quand même assez récurrent. C'est vrai qu'une traduction vieillit plus vite qu'un texte dans sa langue originale. Pour une raison toute bête, en fait. Je pense qu'un traducteur se met dans la position d'un écrivain, mais n'a pas souvent le génie d'un écrivain, ce qui est normal. Enfin, il y a très très peu de traductions qu'on peut décider. Je pense qu'Arnaud Schmitt, par exemple, a eu des traducteurs exceptionnels qui font que dans 100 ans, ça sera compliqué de refaire une traduction. Mais à part ces cas rarissimes de traducteurs qui sont proprement géniaux, comme peut l'être un écrivain, un traducteur, il est au service d'une œuvre et il est prisonnier de son temps. La beauté d'un écrivain, c'est qu'il arrive à s'inscrire dans un temps et s'en arracher quand même, et à aboutir, alors je dirais pas à quelque chose d'intemporel, mais d'universel. Voilà. Pourquoi on arrive à lire encore Ulysse aujourd'hui, ou l'Odyssée, pardon, c'est parce que ça continue à nous parler, l'histoire de ce mec qui cherche à retrouver sa femme, son fils, qui a quand même des maîtresses. Bon, voilà, c'est des intemporels, là, pour le coup. Sauf que le traducteur, il est beaucoup plus souvent prisonnier de son temps, et notamment des locutions verbales. C'est-à-dire qu'il y a le texte vieillit dans le sens où, quand on lit la traduction de 50 ans après, on dit mais on n'écrit plus comme ça aujourd'hui. Alors que bizarrement, quand on lit Rabelais, par exemple, bien sûr qu'on ne parle plus comme ça, mais ça, la force d'arrachement du texte fait que la langue aussi est transportée et que ça marche. En fait, pour le dire autrement, de manière plus simple, une traduction assagit souvent les textes. Elle les normalise. Alors que ce qui fait la force d'un texte, c'est son caractère anormal. Un très bon exemple de ça, c'est Laurence Stern, par exemple. Tristram Shandy. C'est un texte génialissime en anglais qui avait été pas mal traduit, mais qui avait été normalisé dans la traduction, au point qu'on ne s'était pas rendu compte à quel point en France c'était un très très grand texte. Et il y a une nouvelle traduction chez Tristram, justement, il y a je dirais une vingtaine d'années, quinzaine. Et ça a été une révolution, parce que tout d'un coup, on a vu ressurgir une langue. Voilà. Je pense que le roman favori de tout ce que j'ai publié, ça reste L'Art de la joie, quand même. D'abord parce que ça a été vraiment le premier où j'ai eu le sentiment de travailler à l'édition d'un texte. J'avais trouvé chez Vianami un texte auparavant qui s'appelait La Porte de Magda Sabo. Ça a été une très belle expérience éditoriale, mais tout s'est fait tout seul quasiment. Alors que L'Art de la joie, il y avait quelque chose de très compliqué dans le sens où c'est un texte qui avait été refusé pendant 20 ans par tous les éditeurs italiens, et il y avait vraiment quelque chose à sauver. Enfin, il fallait redonner vie à un texte. Donc c'était quasiment du massage cardiaque. L'auteur était morte, sans avoir vu le texte publié de son vivant, enfin c'était terrible. Et donc ça m'a marqué, je pense que ma manière de faire de l'édition, elle reste à jamais sous l'empreinte de cette première expérience-là. Et sinon, en littérature, quel est le roman que j'emporterai sur une île, par exemple, en dehors de ceux que j'ai publiés? La recherche, c'est quand même vraiment
Mais c'est marrant d'ailleurs, je ne m'étais jamais fait la remarque, mais je trouve que l'équivalent pour moi de la recherche en littérature étrangère, ça serait Arnaud Schmitt, dont je parlais tout à l'heure. Pas du tout sur les thématiques, qui sont pas tout à fait les mêmes, mais sur les personnalités d'auteurs. C'était des écrivains fous, mais fous de beauté et d'exigence, de liberté, et qui savaient mélanger le drame et l'humour de manière incroyable. Donc chez Proust, c'est une longue mélopée, l'ironie, elle est comme des terminures nerveuses. Chez Arnaud Schmitt, c'est beaucoup plus hérissé, mais il y a de l'humour partout chez lui, alors que c'est une vie d'empathie et de... Voilà, c'est un homme qui s'est formé, qui s'est fondé au moment du nazisme, en rejet du nazisme. C'est un très très beau cas de figure de conscience humaine, qui n'a pas voulu céder à la barbarie. Et donc oui, les œuvres complètes d'Arnaud Schmitt, moi je partirais volontiers, parce que c'est une œuvre un peu compliquée en plus à lire. Enfin c'est dense, c'était tellement dense que je pense que sur une île, on peut tenir 20-30 ans avec l'œuvre d'Arnaud Schmitt. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup.